Nous interviendrons donc à deux voix avec Maître Jean-Baptiste Mailleux et moi-même sur cette question du transport maritime et des loisirs nautiques. Alors, le transport maritime, le transport nautique, fluvial, est finalement peut-être l'un des modes de transport les plus anciens, avec le transport terrestre, mais beaucoup plus ancien que les véhicules terrestres à moteur. Et on a les premières conventions internationales qui sont très anciennes, qui concernent la navigation sur le Rhin, par exemple, et qui datent de bien avant la loi de 85 et même avant la construction jurisprudentielle de la responsabilité du fait des choses. Il y a dans ces régimes une véritable distinction entre les accidents qui affectent les objets transportés, et les personnes. À chaque fois, on rencontre des règles différentes selon le siège du dommage. Et rappelons que c'est en matière de transport maritime que l'obligation de sécurité dans le contrat de transport a été découverte, puisque l'arrêt de 1911 de la Cour de cassation, c'était un transport maritime entre la France et l'Algérie, me semble-t-il. Mais assez rapidement, une réglementation spécifique s'est développée pour répondre aux préoccupations des acteurs, pour éviter les incertitudes inhérentes à la jurisprudence. Effectivement, une multitude de textes spéciaux qui a été développée à trois niveaux. On vous en a parlé déjà beaucoup avec les précédents intervenants aujourd'hui. Des complexités de régime. Pourquoi? Parce que nous avons du droit qui vient de sources nationales, de sources européennes et de sources internationales. Au niveau national, on a le Code des transports et le Code du tourisme, des règlements européens et plusieurs conventions. On va vous en parler. Moi, je vous parlerai de la Convention d'Athènes de 74 et de la Convention de Londres de 76. Et on voit que ces différentes sources de droit vont avoir une influence qui peut être intéressante, notamment sur certaines notions clés, comme par exemple la notion d'abordage dont Vincent parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais simplement, cette notion d'abordage, qui est la situation dans laquelle un navire va en percuter un autre à l'occasion d'une manœuvre ou à l'occasion où il va y avoir des dommages qui vont être créés à l'occasion de remous. Et en fait, cette notion va être abordée de différentes façons, qu'on soit dans le transport fluvial, donc là on est dans le Code des transports dans la partie 4, qu'on soit sur un transport maritime national, on est sur la partie 5 du Code des transports, puisque nous avons deux parties du Code du transport, des transports qui nous sont dédiées, mais on peut avoir aussi cette notion d'abordage qui va être vue sous l'angle maritime international avec la Convention de Bruxelles et différentes spécificités au niveau des régimes. Voilà. Les spécificités au niveau des régimes de responsabilité qu'on va retrouver tiennent à la fois aux conditions de la responsabilité. On a quelquefois un alourdissement et notamment on n'aura pas de responsabilité objective. On va être sur une responsabilité pour faute dans de nombreux cas, pas systématiquement, mais dans de nombreux cas. Une prescription extinctive très raccourcie. À nouveau, on ne sera pas sur du droit commun 10 ans à compter de la consolidation, on sera plutôt sur 3 ans à compter du fait générateur. Et des plafonds de responsabilité qu'on retrouve, qu'on avait vu, qu'on a aperçu tout à l'heure en matière de transport aérien et qu'on retrouve à nouveau. Il y a vraiment un lien avec l'assurance parce que ces plafonds, c'est très classique dans le droit des assurances. Et on les retrouve dans ces régimes qui sont des régimes vraiment liés au régime d'assurance qui va avec. L'assurance en matière maritime a aussi été l'un des premiers régimes d'assurance qui s'est développé. Et il y a une vraie imbrication entre les régimes de responsabilité et les régimes d'assurance dans ces cas. Alors, avant d'en venir à quelques éléments de distinction. D'abord, entre les bateaux et les navires, on va aborder cette distinction. Je vous ai mis cette magnifique kyrielle d'embarcation au sens large. Il y a en droit une distinction entre les bateaux et les navires. Les navires sont les embarcations qui sont destinées à affronter les dangers de la haute mer, alors que les bateaux, c'est toute embarcation, y compris fluviale. Et c'est comme ça qu'on va distinguer notamment les abordages fluviaux des abordages maritimes. C'est en fonction du type d'embarcation impliquée. Est-ce qu'on a une embarcation destinée au danger de la haute mer? Alors, on a quelquefois des jurisprudences un peu hasardeuses. On ne sait pas. Comme finalement les règles sont très souvent les mêmes, on a plein d'arrêts. On ne sait pas sur quel type, si on n'est pas si c'est du fluvial ou du maritime. Finalement, les règles étant les mêmes, la juridiction ne vise surtout aucune règle et ça convient à tout le monde. Il y a quand même quelques différences, notamment sur les plafonds de responsabilité et les plafonds d'indemnisation qui n'existent pas en matière fluviale et qui existent en matière maritime.
Et puis, normalement, c'est le type d'embarcation qui détermine le régime de responsabilité, mais on a, une petite tendance jurisprudentielle à plutôt prendre en compte le lieu où survient l'accident. Maritime en mer et fluvial en eau intérieure. C'est pas ce que dit le code des transports, c'est pas ce que disent les conventions internationales. Les conventions, elles parlent de type d'embarcation impliquée. Mais néanmoins, la nature des eaux dans lesquelles circulent, les embarcations a leur importance. Une question qui se pose, on regarde la distinction entre les navires et les bateaux, c'est où classe-t-on tous ces éléments, tous ces engins de plage, ces kitesurf, bouées tractées, kayak plus ou moins gonflables, paddle, kitesurf, jet ski, aéroglisseur, hydroglisseur. Il y a nombreuses catégories. Alors, on va voir que tout ce qui flotte, ça pose pas trop de difficultés. Ce qui pose plus de difficultés, c'est l'aéroglisseur qui flotte sur de l'air, qui ne flotte pas sur de l'eau, puisqu'il y a une couche d'air entre l'eau et l'embarcation. Aéroglisseur qui est en plus amphibie, qui peut flotter sur la terre ensuite, enfin flotter, être sur une couche d'air, elle-même sur la terre. Voilà. J'aurais pas de réponse sur l'aéroglisseur, mais en tout cas, tout le reste est quand même largement assimilé au bateau, malgré les oppositions un peu doctrinales. La jurisprudence, elle se pose pas beaucoup de questions. Elle les assimile à des bateaux, voire à des navires, sans aucune difficulté. Euh, voilà, On va évidemment vous parler beaucoup de questions de responsabilité civile et de réparation des préjudices corporels. Avant, on voulait vous faire assez rapidement des petites précisions sur la responsabilité administrative et la responsabilité pénale, précisions qui peuvent vous intéresser, notamment par exemple si vous êtes victime, pour les personnes victimes d'accidents collectifs. En tout cas, à partir du moment où il y a des blessés français, on va avoir deux procédures qui vont être mises en place de manière assez systématique. Une enquête administrative qui va être confiée au bureau d'enquête et d'analyse mer, c'est le fameux BEA sur le volet mer, qui fera un retour des préconisations pour éviter la réitération du drame. Et au niveau de la procédure pénale, une coopération avec la gendarmerie maritime. Sur les questions spécifiquement de responsabilité, au niveau administratif, on peut se poser la question de l'engagement de la responsabilité de l'État. On voit que c'est quelque chose qui est possible. Ne m'en demandez pas trop non plus. Simplement, l'État a quelques obligations en matière maritime et notamment l'activité de sauvetage en mer où il doit venir secourir. C'est un service public qui est obligatoire où il doit venir secourir les personnes qui sont en danger pour leur vie. Et si à l'occasion de ce sauvetage, des personnes sont blessées, celles-ci peuvent agir sur le fondement d'une faute simple et non plus d'une faute lourde contre l'État. Sur la question de la responsabilité pénale, évidemment, à la suite d'un événement maritime grave, il va y avoir une enquête pénale qui va être ouverte, une information judiciaire avec des règles que l'on connaît, avec aussi également un renvoi devant les juridictions pénales éventuellement de façon assez classique. Ce qui va nous intéresser sur cette question-là, c'est de savoir quelle infraction on va viser. Et en fait, on voit qu'on n'a pas d'infractions spécifiques qui vont être recherchées au niveau maritime et des infractions classiques, des blessures involontaires, des homicides involontaires, infractions de mise en danger, qui vont permettre de rechercher une responsabilité pénale. Sur toujours la question de l'action publique, il y a une petite spécificité où on parle d'un régime original avec une responsabilité dérivée. C'est notamment le cas lorsque le capitaine est responsable pénalement d'une infraction. Le tribunal peut mettre à la charge du transporteur et non pas du capitaine le règlement d'une amende, c'est-à-dire que supporter la charge de la sanction pénale va peser sur une autre personne que celui qui est à l'origine de cette sanction. Petit point d'intérêt avec la procédure pénale que soulevait Aurélie tout à l'heure, c'est effectivement les délais qui sont des délais beaucoup plus favorables. On a notamment un délai de 6 ans en matière délictuelle qui va pouvoir servir à la victime qui, au lieu de souffrir des délais beaucoup plus courts qu'on connaît en matière maritime, va pouvoir se servir, par exemple, sur des faits de blessure involontaire de cette infraction pénale pour ensuite obtenir la réparation de ses préjudices dans le cadre d'un renvoi sur intérêt civil, ce qui rassure beaucoup les avocats sur les délais de prescription auxquels ils sont confrontés. On peut aussi envisager une saisine de la CIVI
sur les fondements 706-3, mais par contre, on l'a vu ce matin déjà, il y a une exclusion pour la saisine du FGAO en matière d'accidents maritimes. On va vous parler de 2 choses au niveau de responsabilité civile, de la responsabilité du transporteur, mais également de la responsabilité des tiers, la mise en cause des tiers. Heu, Chacun avec une répartition sur, pour ma part, la responsabilité du transporteur et pour Vincent, la responsabilité des tiers. Alors la question, moi, que je me suis posée, puisque je suis un féru de droit maritime, c'est d'identifier qui est le transporteur maritime. Et en fait, on découvre qu'il y a une multitude d'intervenants dans le domaine maritime. On a l'armateur, le capitaine, les marins, les auxiliaires maritimes qui sont assez nombreux et les auxiliaires terrestres qui sont tout aussi nombreux. Et en fait, le transporteur qui sait, en gros, bah, c'est celui qu'on appelle l'armateur sur un volet plus technique. Et son rôle est défini à l'article L5411-1 du Code des transports. Qui est l'armateur? C'est celui qui exploite son navire en son nom, qu'il en soit propriétaire ou non. Voilà. Sachant que, il y a quand même une présomption de responsabilité sur le propriétaire du navire. Donc en fait, le transporteur, c'est celui qui détient le navire, pour faire un petit peu schématique. Se pose la question, en droit maritime, de savoir sur quel régime euh, je vais me fonder pour faire indemniser les préjudices que j'ai subis en tant que victime. Et c'est là où nous avons le bonheur de découvrir des conventions internationales, des règlements européens, et notamment la Convention d'Athènes. Donc, Convention d'Athènes du 13 décembre 1974, qui est relative au transport en mer de passagers, également aux bagages. Évidemment, on s'intéresse que pour notre part aux dommages qui sont subis par les passagers, et tout le volet bagages, on l'exclut. Et il faut savoir qu'on a un règlement européen du 23 avril 2009 qui complète, euh, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais qui vient également préciser sur ce dispositif. Alors, la Convention d'Athènes, on se pose la question de savoir quels critères, à quels critères on doit répondre pour pouvoir agir, pour pouvoir appliquer la Convention d'Athènes. Et on identifie 2 critères. Un premier critère qui est lié au transport et un premier critère qui est lié à la géographie. Le critère du transport, c'est en fait qu'il faut un lien, sans rentrer trop dans les détails, entre 2 États membres signataires à la Convention d'Athènes. Soit, en fait, je commence mon transport dans un État signataire et j'arrive dans un autre État signataire, soit je reste dans le même État signataire, mais je fais une escale dans un port d'escale d'un autre État signataire. En gros, je vais de la France à l'Italie, point A la France, point B l'Italie, ou je vais en France, je fais une escale en Italie et je repars en France. Dans ces cas-là, je suis sur un transport international et mon critère lié au transport s'applique. Il faut également se poser, c'est un petit peu la même chose qu'en droit aérien, de savoir à quel moment du transport je peux agir comme victime. Et en fait, on est sur toutes les phases, c'est-à-dire la période d'embarquement, la période de débarquement, mais également pendant toute la durée de la période de transport. Un autre critère qui est donc le critère lié à la géographie. En fait, il faut un lien avec un État membre à la Convention, pas seulement sur le déplacement, mais également il faut que le navire soit un navire d'un État membre, que mon contrat soit conclu avec un État signataire, État signataire, ou que mon lieu de départ ou de destination soit un État membre, ce qu'on disait tout à l'heure. Les choses se compliquent un petit peu. Même si ça l'était déjà assez simple. Quel fait générateur va me permettre d'utiliser cette convention d'Athènes? En fait, on va être sur 2 types d'événements, soit un événement maritime, moi j'imagine le Titanic pour faire simple, soit un événement non maritime. Un événement maritime, c'est un événement très sympa. C'est soit un naufrage, un chavirement, un abordage, un échouement, une explosion, un incendie à bord ou un défaut du navire. Donc, tout ce que vous avez envie de vivre à partir du moment où vous montez sur un bateau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le régime de responsabilité ne va pas être le même en fonction du risque financier qui va peser sur le transporteur. Et
Donc, en fait, si on est sur un risque financier qui va jusqu'à 250 000 droits de tirage spéciaux, sans rentrer dans les détails, c'est en gros 315 000 euros. On va être sur un régime de responsabilité de plein droit, alors que, avec des exonérations possibles, alors que si on est sur une responsabilité, un risque pour le transporteur d'une indemnisation supérieure à 315 000 euros par passager, on va être sur une responsabilité pour faute, avec une faute présumée et des exonérations possibles. Sachant que on a un plafond d'indemnisation qui est prévu par la Convention de Londres, qui est un plafond qui est à peu près à 500 000 euros. On a une exclusion de ces plafonds. Pareil, il y a quand même des similitudes avec le droit aérien. Une exclusion des plafonds en cas de dol ou de faute inexcusable, ce qui permet de faire exploser les plafonds et d'avoir, contrairement à ce qui est prévu, une réparation intégrale des préjudices et pas une réparation limitée des préjudices qu'on va subir. Ces plafonds, ils peuvent également être aménagés soit par la loi, soit par le contrat qui va être conclu avec le transporteur. Donc, au niveau des faits générateurs, on est… on fait un petit signe. Ah, on n'entend pas? Non. Au niveau… Tu le mets vraiment proche de la bouche. Au niveau du fait générateur, on est également, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, sur soit un événement maritime, soit un événement non maritime. Et l'événement non maritime, pour donner un exemple, c'est juste l'exécution donc, du contrat de transport, où on va être sur un régime de responsabilité pour faute prouvée, avec un plafond à 400 000 droits de tirage spéciaux, ce qui nous fait à peu près 500 000 euros, ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on met en œuvre ce régime de la Convention d'Athènes? En fait, dans quel délai et contre qui est-ce qu'on va agir? Les délais sont précisés à l'article 16 de la Convention, avec un principe d'action à 2 ans, à compter du débarquement en cas de lésion corporelle ou à compter de la date où le passager aurait dû débarquer en cas de décès. On a une petite dérogation qui est prévue toujours dans ce même article de la Convention, dans le cadre du décès du passager postérieurement à son débarquement. C'est-à-dire le passager est blessé pendant la durée du transport, il décède après avoir débarqué. À ce moment-là, on va avoir une prescription qui va être sur un délai de 3 ans à compter de la période de débarquement. C'est extrêmement simple. Sachant que la loi du tribunal saisi va régir les causes de suspension et d'interruption de délai, mais la Convention, c'est extrêmement grave pour ne pas citer Emma, mais la Convention nous empêche d'être quand même sur un délai supérieur à 3 ans à compter de la date du débarquement. Donc, en fait, grosso modo, tout ça pour dire qu'on est sur un délai qui est extrêmement court. On est sur un délai de 2 à 3 ans de prescription à compter du moment où on débarque du navire. Contre qui allons-nous agir? On va agir contre l'assuré ou contre l'assureur qui va pouvoir invoquer les mêmes causes d'exonération que son assuré. Simplement, il ne va pas pouvoir invoquer à l'encontre des victimes les défaillances contractuelles qu'il aurait dans l'exécution du contrat entre lui et son assuré. Cela ne regarde pas les victimes, mais ça, c'est un petit peu classique en matière de régime de responsabilité. Donc, la Convention d'Athènes, on est tous très heureux parce que nous avons passé ce moment-là et nous revenons vers du droit national et nous ne sommes plus sur du droit conventionnel international. Et donc, sur ce droit national, on va retomber sur un régime prévu par le Code des transports ou prévu par le Code du tourisme, suivant qu'on se situe sur un contrat de transport ou sur une croisière avec forfait touristique. Simplement, sur ces régimes-là, on va être sur des accidents de transport, grosso modo, qui vont impliquer moins de 12 passagers, qui vont impliquer sinon des navires de classe C ou de classe D, ce qui, je pense, vous parle beaucoup. En fait, les navires de classe C ou les navires de classe D, en fait, ce sont des navires de plaisance, c'est-à-dire des petits navires ou des navires qui ne sont pas aptes à
j'ai envie de dire, rencontrer des grosses vagues. Donc voilà dans quel cadre on va se situer. Donc sur le contrat de transport, tout d'abord, on va avoir 2 distinctions suivant qu'on se trouve dans un sinistre majeur ou qu'on soit sur un accident individuel. Alors, le sinistre majeur, pour se le représenter, pour moi, c'est, la navette qui coule à pic, sur le lac du Bourget. C'est-à-dire, c'est un événement qui affecte la sécurité du navire dans sa totalité et qui menace tous les intérêts, engagés. Donc, en cas de sinistre majeur, on parle un peu d'accident collectif, nous, dans notre jargon, on va être sur un régime de faute présumée, avec une obligation de sécurité renforcée qui est mise à la charge du transporteur. Alors que sur un accident individuel, si par exemple je me prends une porte à l'intérieur du navire quand il est en navigation, là, on est sur un accident qui ne met pas en péril l'intégrité du navire et on va être sur un régime, cette fois-ci, de faute prouvée ou responsabilité du fait d'autrui, avec une obligation moins lourde, une obligation de sécurité de moyens. Au niveau de la procédure, on est sensiblement sur les mêmes délais, avec également des comment dire, avec non, une petite différence, pardon, sur l'obligation d'assurance où en fait, on n'a pas d'obligation d'assurance sur certains des navires, notamment sur les navires qui sont à moins de 12 passagers. Donc ça, c'était pour ce qui concerne le contrat de transport. La deuxième partie, ça va être sur l'organisation de la croisière. Et là, j'ai une petite difficulté pour ma part parce qu'en fait, on va distinguer, le droit nous fait la distinction entre la croisière avec le forfait touristique et la croisière où on est hors forfait touristique. Et en fait, j'ai l'impression que, grosso modo, toutes les croisières sont avec un forfait touristique. Qu'est-ce que Bon, il y a une petite subtilité à mon avis. Qu'est-ce qu'une croisière? En fait, une croisière, selon un règlement européen, c'est un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure, donc je suis sur l'eau, exploité à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d'autres prestations, avec au moins 2 nuitées. Donc, cette croisière s'apparente quand même énormément au forfait touristique, tel qu'il est défini à l'article 211-2 du code du tourisme. Et à ce moment-là, quand on va être sur le régime de la croisière avec forfait touristique, on va agir contre la personne soit qui vend, soit qui offre à la vente cette prestation de croisière, peu importe que ce soit elles qui vont exécuter ou pas la prestation. Donc, en gros, c'est l'organisateur de voyage ou l'agent de voyage dont on va engager la responsabilité, avec le retour de la Convention de Londres qui va plafonner l'indemnisation des victimes à peu près 220 000 €, si mes calculs sur les DTS sont exacts. Et on explose les plafonds, enfin, on sort des plafonds si on a une faute dolosive ou une faute inexcusable qui a été commise. Pour ce qui est dans une croisière sans forfait touristique, ce qui me paraît assez rare en pratique, on va en fait tout simplement retourner sur le fondement du contrat de transport, ce qu'on vient de voir précédemment. Merci, je pense que ça va avec ce micro. J'en viens à la responsabilité des tiers. C'est l'hypothèse dans laquelle la victime n'agit pas contre le transporteur, mais contre le tiers qui a provoqué l'incident maritime, l'incident fluvial. Et ici, on va distinguer deux hypothèses. Soit on va être sur du droit commun, une responsabilité du fait des choses notamment, où on va pouvoir avoir un fondement objectif, une réparation intégrale, un délai de prescription, quelque chose, l'application du code civil, ou bien tomber sur du droit spécial de l'abordage. On a dans différents textes internationaux une réglementation de l'abordage qui retourne à un fondement subjectif de responsabilité. Il va falloir prouver la faute du tiers impliqué. On peut avoir un plafond de réparation et surtout, on a une prescription qui est abrégée puisque le point de départ, c'est l'événement et le délai, c'est 2 ans. Alors, qu'est-ce que l'abordage? L'abordage, c'est un choc entre deux navires
ou entre un navire et un bateau, ou entre deux bateaux, en fonction de son caractère maritime ou fluvial. Est également assimilée à l'abordage la manœuvre pour éviter le choc. Un bateau s'échoue pour éviter un abordage, ça assimilé à l'abordage, ou bien le bateau qui subit un dommage à cause des remous d'une autre embarcation. Il y a des remous qui sont provoqués, un sillon très fort, un sillage très fort et une embarcation se renverse. Les textes sont assez divers. J'ai fait une sorte de résumé des textes en fonction de l'abordage fluvial, maritime interne ou maritime international. La distinction entre l'abordage fluvial et l'abordage maritime tient au type d'embarcation. L'abordage fluvial, il n'y a que des bateaux. Et l'abordage maritime, il y a au moins un navire, c'est-à-dire une embarcation destinée à affronter les dangers de la haute mer. Et la distinction entre l'abordage maritime interne et international tient à la nationalité des navires, puisque les navires ont des nationalités. Si tous les navires, enfin toutes les embarcations sont françaises, on sera sur l'abordage interne, et sinon, on sera sur de l'abordage international. Lorsque l'on est en présence d'un abordage, je vous l'ai dit, le fondement sera celui d'une faute. Celui de la faute, et les textes parlent un peu comme pour les animaux qui sont responsables, du point de vue du FGAO, les textes parlent de responsabilité du bateau. Alors moi, je n'ai jamais mis en cause et assigné un bateau, il y a toujours des personnes physiques derrière, ou de faute du bateau, c'est assez original, ou du navire. Et tous les textes, quels qu'ils soient, excluent clairement ce qu'on appelle l'abordage fortuit, l'abordage douteux, c'est-à-dire les hypothèses où on ne sait pas quelle est la cause de l'abordage ou où il y a un cas de force majeure. Dans ces hypothèses, il n'y a pas de responsabilité. Chacun des bateaux, chacun des navires assume ses propres dommages. Il faut donc exclusivement une responsabilité pour faute. Alors, la faute du bateau, la faute du navire, ça renvoie. Il y a deux interprétations possibles à cette expression. Soit ça renvoie à la faute finalement de n'importe quelle personne qui dispose d'un pouvoir de contrôle sur le bateau, que ce soit le capitaine, l'armateur, un exécutant, peu importe. Quelquefois, on se pose la question, lorsqu'il n'y a pas de faute humaine, est-ce qu'on peut retenir quand même une faute du bateau? En doctrine, ça a avancé, il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur la question, mais l'hypothèse est avancée en doctrine en disant typiquement l'avarie sur le bateau qui rend le bateau non maîtrisable, qui n'est dû à la faute de personne, mais qui, à la suite de cette avarie, grille une règle de priorité en mer et conduit à un choc. Est-ce qu'on peut retenir la responsabilité du bateau qui a subi l'avarie? Il n'y a pas de réponse, hein, je pose la question. Il n'y a pas de réponse, ça fait 100 ans qu'on se pose la question. Et il n'y a pas de réponse. L'appréciation de la faute, elle peut se faire de manière très diverse, soit par rapport aux règles de navigation, soit sur une notion beaucoup plus large de faute. Hein. Il n'y a pas de limitation, de définition limitative de la faute. Ça peut être aussi sur des questions de signalement des navires, de feu, d'éclairage, etc., qui peuvent se poser. En cas de partage de fautes, de pluralité de fautes, le partage se fait en fonction de la gravité des fautes ou à parts égales si la gravité des fautes ne peut pas être appréciée. Et à l'égard des tiers, non, en cas de pluralité de fautes, la question de la solidarité entre les co-auteurs peut se poser. Et c'est là où on distingue entre les dommages aux biens et les dommages aux personnes. Il y a une responsabilité solidaire pour les dommages aux personnes, mais pas de responsabilité solidaire pour les dommages aux biens, où on ne pourra assigner chaque responsable que pour sa part de responsabilité. Et en cas de dommages aux personnes, il y aura des recours entre les co-responsables. Si l'un a épuisé la dette, il y aura un recours contre l'autre. Et il y a des délais de prescription spécifiques qui sont prévus dans cette hypothèse de recours. La réparation, je vous l'ai dit, elle est limitée, elle est plafonnée. Alors, en cas d'abordage fluvial, la Convention de Strasbourg de 2012 prévoit cette limitation, sauf que cette convention n'est pas ratifiée par la France. Elle a été signée, mais pas ratifiée par la France, donc elle n'est pas applicable pour les abordages fluviaux qui sont survenus en France. Et elle est, de toute façon, même si elle a été ratifiée, elle est limitée aux hypothèses d'exploitation commerciale des bateaux, donc pas à la plaisance, et sont exclus les aéroglisseurs expressément par la Convention. C'est le seul moment où on trouve
ou quelqu'un parle des aéroglisseurs. Je vous ai pas mis le montant de la réparation parce qu'il dépend vraiment du type d'embarcation, de sa capacité, de son tonnage, etc. Donc, j'ai pas mis. Voilà, c'est assez compliqué. Pour l'abordage maritime, alors ici, qu'on soit en droit interne ou en droit international, les deux renvoient à la Convention de Londres de 1976 qu'on a déjà évoquée, avec une double limitation pour les dommages aux personnes. Pour les navires ou les bateaux qui ne dépassent pas les 2000 tonneaux, le montant global de la réparation sera de 3,02 droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire à peu près 3,5 millions d'euros, 3 millions d'euros et demi. Voilà. Et on a quand même une spécificité pour le propriétaire. Ça, c'est pour la mise en cause de tout le monde, sauf le propriétaire. Et pour mettre en cause le propriétaire, son plafond sera de 175 000 euros de droits de tirage spéciaux, fois le nombre de passagers autorisés sur le navire ou sur le bateau. Voilà. Cette convention, elle est applicable en France. Elle a été ratifiée par la France. Et pour ce qui est de l'abordage maritime interne, c'est le Code des transports qui renvoie expressément à cette convention. La prescription, on l'a dit, est très courte, 2 ans à compter de l'événement. C'est un délai qui est très court, qui est le même dans tous les types d'abordage, avec une suspension ou une interruption qui dépend de la loi du fort, de la loi de la juridiction saisie. Donc, on va pouvoir retomber sur toutes les causes d'interruption et de suspension propres au droit français. Tous les articles du Code civil ici pourront s'appliquer, par exemple les prescriptions à l'égard des mineurs victimes, etc., où on aura des interruptions et des suspensions qui pourront exercer. Et puis, on a un délai de prescription de 1 an pour le recours entre les co-responsables. Pour revenir sur et continuer sur cette notion d'abordage, la question des types d'embarcations se pose. Alors, la Convention de Genève renvoie expressément, pour définir les bateaux, à toutes les petites embarcations. Tout est compris. On assimile aux bateaux les hydroglisseurs, les radeaux, les bacs, les sections mobiles des ponts des bateaux, les dragues, les grues, les élévateurs, tout engin flottant de nature analogue. Et les codes de transport assimilent aux navires ou aux bateaux tout engin flottant, y compris les drones maritimes, puisqu'on évoquait les drones aériens tout à l'heure, mais il y a aussi des drones maritimes, à condition qu'ils ne soient pas amarrés à poste fixe. Amarré à poste fixe, c'est un ponton flottant, par exemple, qui n'a pas vocation à être désamarré, même si ça peut arriver dans quelques hypothèses malheureuses. Alors, on vous propose en guise de conclusion quelques interrogations sur les régimes applicables. Alors, on a pris des exemples sur le lac du Bourget, qui n'est pas si loin, pour l'essentiel, pas exclusivement. Voilà, je te laisse poser les premières questions. Donc, une première question qu'on se posait, effectivement, on est sur le lac du Bourget pour essayer de parler un petit peu à tout le monde. Donc, la compagnie des bateaux du lac du Bourget organise une croisière déjeuner sur le lac. Et la question qu'on se pose, c'est en cas de naufrage, quel régime doit-on appliquer? Bon, on peut peut-être vous aider parce que c'est une question qui nous a nous-mêmes piégés quand on se l'est posée. En fait, on était tenté de penser au forfait touristique. Pourquoi? Parce qu'on a un cumul de prestations entre le déplacement et le fait qu'on déjeune, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux prestations, mais on est sur moins de 24 heures. Donc, ce n'est pas le forfait touristique qui va s'appliquer et on retourne sur un régime de responsabilité pour faute présumée du transporteur, donc en gros les articles du Code des transports. Un deuxième sujet sur lequel on voulait vous questionner, une croisière au départ de Marseille et à l'arrivée de Gênes. Au cours de cette croisière, une tempête se lève progressivement et la plupart des passagers vont spontanément rentrer pour se mettre à l'abri, mais un couple décide d'admirer les joies de la mer et en fait la puissance des vagues augmente et madame se retrouve très gravement blessée, elle glisse sur le pont alors qu'il tente de s'abriter mais un petit peu tard.
De la même façon, quel régime pensez-vous appliquer? Quelle est la loi applicable et la question de la Ouais, on peut se poser. Ouais, mais c'est du droit uniforme, c'est du droit uniforme. Pardon? C'est du droit uniforme, D'accord. les conventions. D'accord. Peut-être qu'on peut. En fait, c'est un exemple qui est tiré de la jurisprudence où on a trouvé un petit peu de jurisprudence quand même sur notre sujet. C'est une décision de la première chambre du 18 juin 2014 qui nous explique qu'en fait, on va appliquer la Convention d'Athènes et on est hors plafond. Pourquoi? Eh oui, c'est vraiment difficile. On est sur donc, la Convention d'Athènes et on est hors plafond. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une faute inexcusable qui est commise par le transporteur qui n'a pas indiqué aux passagers qu'ils devaient se mettre à l'abri alors qu'il y avait cette tempête qui s'installait progressivement. Et en fait, il aurait dû tout simplement les inciter voilà, à regagner l'intérieur du navire et à ne pas rester voilà, sur le pont et à s'exposer au danger. Quelques autres petites hypothèses sur la question plutôt ici de l'abordage ou bien du droit commun. Un kitesurf heurte un nageur qui est blessé. Est-ce que c'est un abordage ou est-ce que c'est un accident de droit commun? Moi, je dis droit commun. Alors, du droit commun ou un abordage? Oui, c'est du droit commun. Ce n'est pas un choc entre deux embarcations. C'est du droit commun. Une planche à voile effectue un saut et heurte les suspentes d'un kitesurf. Le kitesurfer est blessé. Est-ce que c'est un abordage ou est-ce que c'est du droit commun? Abordage? Oui, il y a un arrêt de la Cour d'appel du droit. On peut avoir un doute puisque le kitesurf, non, la planche à voile était en saut et ne flottait pas à ce moment-là. Mais la Cour d'appel de Douai a quand même considéré que c'était un abordage. Voilà. Un navire rompt ses amarres qui étaient mal fixées et va endommager un bateau amarré. Abordage ou droit commun? Commun. Moi, je dis droit commun. Pourquoi droit commun? Parce qu'il n'y a pas de navigation. Est-ce que c'est un abordage ou un droit commun? C'est un abordage. C'est un abordage avec une faute. L'avantage, c'est que là, on aura une faute, puisqu'il y en a un qui était mal amarré, donc c'est une responsabilité pour faute. Il y aura une faute, on pourra retenir sa responsabilité. Mais le fait que les embarcations soient amarrées n'est pas un obstacle à la notion d'abordage. C'est uniquement si c'est un amarrage à poste fixe. Ce qui aide un peu pour la Ce prochaine. qui est le dernier cas, donc j'ai déjà répondu. Un navire rompt ses amarres et va endommager un ponton flottant. Et ici, c'est du droit commun, parce que le ponton flottant n'est pas assimilé à une embarcation, puisqu'il est amarré à poste fixe. D'accord, j'ai compris. Tu vois? J'ai compris. Voilà. Je me suis fait piéger. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention.